Alors, ce que je vais donc vous présenter, on va revenir à des choses bassement concrètes d'outils et d'indicateurs. Les altmétriques, c'est effectivement donc les métriques alternatives qui existent en tant que nouveaux indicateurs d'impact de la recherche. Donc on va voir un petit peu le contexte dans lequel ils se sont développés, comment ça marche, les acteurs, et puis voir un peu effectivement ce que ça peut apporter. Alors on présente souvent les altmétriques comme, la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que ce sont des métriques alternatives aux métriques traditionnelles? Alors pour positionner un peu ça, je vais donner quelques éléments de contexte. On a déjà parlé de pas mal de choses aujourd'hui, mais sur ces sujets-là, mais souvent, en tout cas de façon traditionnelle en sciences, les chercheurs se positionnent en publiant dans des revues les plus prestigieuses possibles. Alors là, j'ai pris des exemples particulièrement connus. Il faut voir dans chaque discipline quelles sont ces revues reconnues. Et ces revues sont hiérarchisées, classées en fonction de ce qu'on appelle, de ce que les chercheurs connaissent comme étant ce fameux facteur d'impact. Et dans les années récentes, il s'est passé quelque chose d'assez intéressant, c'est que, donc vous voyez, le Nature revendique effectivement son fort facteur d'impact. Il le donne d'ailleurs, son facteur d'impact est de 38,597, très important, les 3 chiffres après la virgule. PLOS Biology, de la même manière, indique de façon calculée quel est son impact scientifique international, et Science aussi n'y rate pas. Alors tout ça, ça provient d'une base de données qui a déjà été mentionnée, qui est donc le Web of Science de Clarivate Analytics. Et récemment, il s'est passé quelque chose. Et quand on retourne sur le site de Nature, on voit que Nature, là, vous dit, ou même de PLOS, Nature vous dit, tiens, nous sommes signataires de la déclaration on Research Assessment, et donc nous pensons que le facteur d'impact n'est juste qu'une des métriques pouvant exister, pouvant être utilisées pour évaluer une revue, et qu'un petit nombre de papiers extrêmement cités peuvent avoir un effet disproportionné sur le nombre moyen de citations pour une revue. Donc on voit qu'il relativise cette importance, et c'est quand même Nature, relativise l'importance du facteur d'impact. Et donc ensuite, sur la même page, on peut avoir le détail quand même des différents indicateurs. Et il n'y a pas plus que le facteur d'impact. En fait, il y a tout un ensemble d'indicateurs qui sont donnés, alors que sur la page précédente, on n'avait que le facteur d'impact. Pareil pour PLOS, on vous dit, PLOS ne considère pas le facteur d'impact comme étant une métrique valide ou utile pour évaluer la performance des articles individuels. Et donc, eux aussi mentionnent DORA. Alors, qu'est-ce qui s'est passé effectivement entre-temps ? Oups, pardon. Il s'est passé ceci. Je n'ai pas pu résister, elle est facile, la blague. Quand on cherche DORA sur Internet, effectivement, c'est l'exploratrice qui arrive. DORA, c'est la Declaration on Research Assessment, qui a été... donc, c'est une pétition en ligne qui a été publiée en 2012. C'est parti d'une société savante de microbiologie, je crois, qui justement fait partie des disciplines et des sous-disciplines qui utilisent énormément le facteur d'impact, notamment pour le recrutement des chercheurs. Et ils ont fait le constat qu'il y avait eu ce biais, qu'il y avait énormément de biais dans l'utilisation du facteur d'impact. Et donc ils ont développé cette déclaration DORA, pour appeler les différents acteurs de la recherche, les chercheurs, les éditeurs, les financeurs et les institutions, à prendre en compte et à fournir différents types de métriques, de ne plus se reposer uniquement sur le facteur d'impact, à s'assurer de donner vraiment de la valeur au contenu, c'est-à-dire quand on évalue un chercheur, on évalue
ces articles sur la base du contenu et non pas du contenant, c'est-à-dire de la valeur du facteur d'impact de la revue dans laquelle l'article a été publié. Et puis, ils appelaient aussi à prendre en compte tous les types de productions scientifiques qui pouvaient exister, étant donné que le facteur d'impact est basé uniquement sur l'article scientifique, et il est du coup loin d'être représentatif de tout ce qu'on peut trouver actuellement à l'ère numérique, hein, notamment. Et puis on pourrait aussi dire, quid des sciences humaines et sociales, puisque celles-ci, étant très mal indexées dans le Web of Science, du coup le facteur d'impact n'a pas d'impact, ne fonctionne pas chez elles. Alors, autour de ça, on a aussi donc, de nouvelles formes de mesures qui se développent. Vous avez de mesures ou d'outils qui sont disponibles. Alors, j'ai pas mis ici, là, il y a une référence, un article qui met en annexe une liste de quelques centaines d'indicateurs qui sont disponibles. Donc, de toute façon, on parle effectivement du facteur d'impact, on parle du H-index. Il y en a des dizaines et des dizaines d'indicateurs. Et ils ont tous un certain sens et à la fois aucun sens. C'est-à-dire aucun indicateur n'a de sens tout seul, hors contexte. Donc ça ne sert à rien de se cibler ou de s'énerver sur un en particulier. Google Scholar aussi permet d'accéder à un certain nombre d'indicateurs sur les revues. Et donc il y a le fameux H-index. On a aussi, via le numérique, ça a été mentionné déjà, la possibilité justement d'avoir des mesures de lecture, de combien d'articles ont été lus, comptés, téléchargés, etc. Donc tout ça, c'est ce qu'on ne pouvait pas avoir à l'époque où les indicateurs du Web of Science ont commencé à être développés, sur le facteur d'impact notamment. Donc voilà, par éditeur ou par revue, on peut avoir, les bibliothèques ont accès effectivement à ces mesures statistiques de lectorat des revues scientifiques. Ils peuvent même avoir des indications sur les articles les plus lus, etc. Et puis, alors, parmi ces nouvelles mesures, justement, se développe, à peu près à la fin de la première décennie des années 2000, des mesures au niveau de l'article. Puisque vous avez bien vu, le facteur d'impact fonctionne au niveau de la revue. C'est un indicateur moyen d'impact de la revue. Là, on voit se développer des mesures au niveau de l'article. C'est effectivement faisable au niveau numérique, puisqu'on peut mesurer pour chaque article, et c'est donc la Public Library of Science, qui est un éditeur de revues en libre accès à but non lucratif, qui lance le premier ce genre de fonctionnement, avec donc pour chaque article, pour toutes ces revues, on retrouve ce même onglet métrique, avec aussi un petit résumé des sauvegardes par article, les citations, le nombre de vues, le nombre de partages, et on le verra tout à l'heure, là c'est juste pour illustrer, un certain nombre le détail de ces métriques par article qui sont mentionnées. À côté de ces nouveaux types de mesures, on a aussi de nouvelles formes de production scientifique. Ça a été mentionné aussi, c'est pas uniquement que l'article scientifique, mais on a de plus en plus donc, de codes, de logiciels, on a des données qui sont mises à disposition et qui peuvent être valorisées aussi. Et on a un tas de réservoirs ou d'entrepôts comme Figshare, Zenodo ou d'autres lieux où on peut entreposer justement des éléments de production scientifique qui permettent de mettre à disposition, que ce soit des jeux de données, des posters ou des articles, du code, des présentations, enfin tout un tas d'éléments de production scientifique qui peuvent être déposés, qui peuvent être identifiés, comme on l'a vu aussi, par les DOI. Alors c'est pas uniquement les articles qui peuvent être identifiés par les DOI, mais toutes ces productions scientifiques elles-mêmes peuvent être identifiées. Alors, quand on regarde dans le détail, effectivement, vous voyez la granularité de toutes ces productions qu'on peut identifier de façon très précise maintenant sur Internet. À partir du moment où on les dépose sur Internet, on a la possibilité, alors c'est à chacun après de se dire justement est-ce que je le fais, comment je le valorise, de se dire voilà, je fais en sorte que ça soit visible, indexé,
recensés. Alors, quand on regarde un peu les statistiques sur ce qui est vraiment utilisé, enfin le plus utilisé, ça reste quand même effectivement l'article scientifique. Hein, c'est la production la plus forte en sciences. Mais on voit qu'il y a quand même énormément d'autres éléments qui, jusqu'à présent, avaient peu pignon sur rue, je dirais, et qui, grâce au numérique, peuvent effectivement être valorisés de façon plus efficace. Ce qui va dans ce sens-là aussi, c'est l'évolution des modes d'évaluation. L'HCERS elle-même, donc le Haut Conseil de l'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur, donc qui évalue notamment les entités de recherche et de laboratoire, même si effectivement les articles et les ouvrages sont positionnés en première position de ce qui est pris en compte, elle va lister quand même tous les types de production scientifique qui peuvent avoir lieu dans le cadre d'une activité scientifique. Et donc du coup, effectivement, ça incite les chercheurs aussi à les valoriser et à les mettre en valeur effectivement plus largement. À côté de ça, on a aussi de nouvelles formes de communication et de partage, justement. Donc voilà, c'est pas uniquement la revue scientifique, même étant en ligne. Là aussi, on l'a mentionné, il y a des blogs qui peuvent permettre de rendre visibles différentes formes de communication avant, pendant, après. Faire des annonces de colloques, etc. Il y a des sites de partage et de stockage de références bibliographiques, Twitter, Facebook, enfin, tous les réseaux sociaux où on peut effectivement annoncer, diffuser, partager toutes ces productions. Et donc tout ça va dans le sens aussi de larges évolutions de la science, hein, où le chercheur n'est plus tout seul dans sa tour d'ivoire, mais il est plus en contact avec la société. On lui demande aussi de rendre plus de comptes à cette société-là qui, en échange, le finance. Donc il faut pouvoir effectivement rendre compte de ses résultats, de son activité de recherche, et pas uniquement au sein de la recherche. Alors dans ce contexte-là, arrivent les altmetrics. Donc il y a ce manifeste notamment, hein, qui est publié par quelques chercheurs en 2011. Non, je dis des bêtises. 2010. Et donc qui appelle à la création et au développement, à l'étude de nouvelles métriques qui seraient du coup effectivement basées sur le web social et qui permettraient de nouvelles façons d'analyser, de documenter la science. Et donc pour répondre à la première question que je posais tout à l'heure, hein, ce sont des métriques alternatives aux métriques traditionnelles? Pas complètement, ce sont des métriques complémentaires en fait, hein, puisque vous voyez que on a donc les citations qui sont les métriques traditionnelles, notamment par le facteur d'impact. Vous avez le peer review aussi, qui va aider à mesurer l'impact, et donc là on est plus sur une évaluation qualitative. On a toutes les données d'usage, donc on a vu tout à l'heure avec Counter notamment, hein, la comptabilité des usages qui sont faits, des lectures qui sont faites de telle ou telle production. Et donc les altmetrics qui arriveraient en plus et qui, elles, vont mesurer justement les traces qui ont été mentionnées notamment tout à l'heure, toutes ces traces justement qu'on va laisser sur Internet et notamment sur les réseaux sociaux. Donc les stockages, les liens, les bookmarks, les conversations, les partages, tout ce qui va être discuté sur le web fera partie justement de ces indicateurs, de ces altmetrics qui se développent. Quand on regarde de près les personnes qui ont développé, les noms qui sont présents là dans le manifeste, on en retrouve, ils ne sont pas très nombreux, mais on les retrouve, alors je ne sais pas si on les retrouve tous, mais un certain nombre d'entre eux sont présents dans les premiers signataires de DORA, qui justement appellent à développer de nouvelles métriques. Donc, on dirait qu'il y a un conflit d'intérêts là. En tout cas, voilà, c'est des chercheurs qui appellent à ouvrir un peu plus le monde à ces indicateurs. Alors,
comment ça marche? On a parlé des identifiants tout à l'heure, et notamment le DOI. Alors, je n'ai pas développé d'exemple de DOI, mais vous avez peut-être tous vu déjà un exemple, cet identifiant pérenne, justement, qui est associé généralement aux articles et donc aux autres productions scientifiques aussi. Et puis il y a d'autres types d'identifiants, ça peut être des ISBN, des identifiants spécifiques à certaines bases de données comme le PubMed Identifier ou le Archive Identifier. Ça peut être une URL aussi éventuellement. Après ça dépend des outils, comment est-ce qu'ils vont utiliser ces identifiants et les agréger. Donc l'objectif c'est d'aller tracer en fait tous ces identifiants qui sont liés à une production scientifique. Et puis on va aller collecter un certain nombre de métriques autour de ces identifiants. Donc tout ce qui aura été, enfin toutes les vues, les mentions, les citations, les partages, les recommandations, les téléchargements, les sauvegardes, etc. Donc ça nous donne une production scientifique de n'importe quel type, parmi la liste qu'on a vue tout à l'heure, avec un identifiant associé à cette production, quel que soit ce type d'identifiant. On y rajoute donc les mentions qu'on vient de voir dans des sources. Alors, les sources, ça peut être de la même manière, tout type de source, à partir du moment où l'outil qui va aller agréger ces éléments les recense. Oui, ça peut être des catalogues de bases de données, les réseaux sociaux, les réseaux de signets. Alors après, c'est des outils qui vont faire en sorte d'aller... Soit ces données sont publiques et ils vont les chercher directement, soit ils développent des partenariats justement avec les différents outils pour aller chercher les données autour de ces identifiants qui les intéressent. Et on rajoute à tout ça, on l'a mentionné tout à l'heure aussi, une API justement pour aller agréger et collecter toutes ces données. Donc on a mentionné l'API tout à l'heure, c'est les interfaces qui permettent justement à des outils de fonctionner, d'être interopérables et d'aller chercher des données, des requêtes sur certaines sources. Donc voilà le fonctionnement global, une production scientifique, un identifiant, des mentions de tout type, et puis l'API qui permet de collecter tout ça. Alors, qu'est-ce que ça donne au final, ces fameuses altmetrics? Alors, on a vu un petit peu tout à l'heure avec PLOS. Vous avez un exemple qui est utilisé, on verra d'où ça vient tout à l'heure, sur HAL. Alors, vous avez ici une notice de document sur HAL. Et en fin de notice, effectivement, sur certaines notices, on va trouver donc des éléments de téléchargement, consultation et téléchargement des fichiers. Et puis, vous avez ce petit, ce qu'on appelle le beignet, ou le donut altmétrique, qui s'affiche sur certaines notices. Alors, il s'affiche effectivement quand il y a des mentions. Alors là, on ne voit pas très bien, mais vous avez beaucoup de bleu parce que le bleu correspond à Twitter, puisque c'est la couleur de Twitter. Et donc, c'est indiqué là, ici, que ça a été tweeté par 40 personnes, 40 comptes. C'est sur une page Facebook. Il y a aussi 87 lecteurs sur Mendeley et 3 lecteurs sur Site You Like. Et ça n'apparaît que s'il y a effectivement des mentions sur ces réseaux sociaux. C'est-à-dire que s'il n'y a aucune mention, le donut n'apparaît pas. Un donut vide, ça serait un peu pas très pertinent. Et vous avez le petit lien, là, je ne suis pas allée jusqu'au bout, mais on peut cliquer dessus et on a la liste, du coup, des tweets, avec donc le lien qui remonte vers le compte Twitter qui effectivement a tweeté, etc. Sur un site d'éditeur, ça peut donner ceci. Ça n'a pas tout à fait la même forme, parce que ce n'est pas le même outil. On verra tout à l'heure les différents outils. Là, c'est Plumix. Et c'est sur une publication d'Elsevier, puisqu'Elsevier est devenu le propriétaire de Plumix, qui présente aussi un certain nombre de métriques pour chaque article. Donc vous avez un nombre de citations. Ici, il se trouve que c'est un article qui a énormément de lecteurs par rapport au nombre de citations. Des partages, des likes et des commentaires sur les médias sociaux. Et puis des tweets. Et là, de la même manière, on peut cliquer sur View Details et on arrive sur une page. Bon, là, c'est
pas très lisible, mais qui va vous donner le détail pour chaque élément, hein, avec la liste des tweets de la même manière. On va retrouver tous les comptes Twitter, les lecteurs sur Mendeley, etc., etc. Donc voilà à quoi ça ressemble. Et pour vous donner une idée de qui fait quoi là-dedans, vous avez en fait 4 acteurs principaux actuellement. Donc il y a PLOS qui a été le premier en fait à développer ces métriques au niveau de l'article. Alors vous voyez que ça date de 2009 chez PLOS, donc ça fait un petit peu plus de 10 ans, donc c'est pas très vieux. La différence entre PLOS et les autres acteurs, c'est que PLOS est un éditeur à but non lucratif, mais il a développé en fait ces métriques au niveau de l'article pour ses propres revues uniquement. C'est un outil interne, même s'il a effectivement aussi développé, le logiciel qui a été utilisé est en libre accès, en open source, il est disponible pour tout un chacun, et il est d'ailleurs repris par certains éditeurs, Copernicus notamment, je ne sais pas aussi, PLG. Enfin, il y a des éditeurs qui ont la possibilité de récupérer le logiciel de PLOS pour alimenter ces métriques sur leur propre page. Les autres acteurs sont différents, puisque vous voyez que ce sont tous des sociétés privées. Alors vous avez notamment Altmetric qui a été racheté par Digital Science en 2012, Plum Analytics qui au départ été développé par des bibliothécaires, racheté par EBSCO, puis par Elsevier en 2017, donc c'est très récent. Hein. Et enfin Dimensions, qui est le petit dernier, qui a été développé par Digital Science aussi, hein, qui est propriétaire d'Altmetric. Et donc ce sont les 3 gros outils qui actuellement se développent autour des altmétriques. Alors, pour synthétiser un peu à quoi servent ces métriques, parce que vous avez vu qu'à la fois on va agréger des données, ça va donner des éléments d'impact, effectivement, sur telle ou telle production scientifique, mais on peut aussi cliquer sur les liens et donc du coup suivre, naviguer comme ça sur toutes ces traces qui constituent cet impact. Donc du coup, c'est effectivement, de mon point de vue, en premier lieu, ou pour le chercheur, le premier avantage, c'est un outil de découverte et de navigation, puisque c'est ça qui va vous permettre effectivement d'aller voir qui a laissé quoi comme trace à partir d'un identifiant. On peut aussi l'utiliser pour démontrer l'impact d'une production. Après, on verra qu'il y a certains biais, hein, que c'est pas non plus le Graal de l'impact. Ça ne vient pas révolutionner et solutionner tout ce que le facteur d'impact pouvait poser comme problème. Mais du coup, ça peut aussi être utilisé comme outil de veille stratégique et éventuellement d'évaluation. Et on verra que selon les différents outils développés par les acteurs, les niveaux ne sont pas toujours les mêmes. Parfois, c'est juste effectivement un outil de découverte qui peut être peut-être très utile. Parfois, c'est les deux, hein, mais parfois, c'est uniquement un outil stratégique et qui est même payant. Alors, juste pour synthétiser puis présenter rapidement ces différents acteurs. Donc, on a PLOS qui, comme je vous disais, développe ces métriques uniquement pour ses revues et au niveau de ces articles. Et donc on va retrouver les le détail de ces métriques. Donc toujours l'onglet métrique. Peut-être qu'on verra mieux avec celle-ci, pas tellement. Si on va regarder de près l'onglet métrique, vous avez donc le nombre de vues et qui est détaillé à chaque fois. Hein. Vous avez le nombre de vues HTML, le nombre de téléchargements PDF, XML, les totaux. Alors c'est à la fois sur PLOS et sur PubMed Central, puisqu'il va agréger les deux. Et il vous fait en plus le ratio entre le nombre de vues et les téléchargements PDF. Parce qu'il part du principe que s'il y a eu un téléchargement, c'est que le chercheur a eu un intérêt plus grand que si c'était juste je regarde sur HTML, mais je télécharge aussi le PDF, donc ça veut dire que l'article m'intéresse vraiment.
Donc plus le ratio est grand, là il est de 13 et quelques à peu près, plus le ratio est élevé et plus on peut dire que l'article a intéressé le lecteur. On peut aussi aller voir ces chiffres de façon chronologique. C'est-à-dire que vous voyez là comment est-ce que le lectorat en fait s'est développé au fur et à mesure autour de cet article. Puis vous avez une petite ligne verte aussi qui permet de comparer. Alors, je ne sais pas si on le voit par la suite. Si, tout en haut, vous avez le petit truc vert. Donc ça, c'est la suite sur la page. Le petit carré vert qui permet de comparer l'usage moyen des articles publiés en 2011 dans le domaine. Alors ici, c'est Biology and Life Science. Donc ça donne la petite ligne verte justement sur le lectorat. Donc on voit bien que l'article est lu extrêmement beaucoup plus que les autres articles dans ce domaine. Et si vous voulez, vous pouvez changer le domaine. Puisqu'il y a une liste, là, il vous propose un certain nombre d'éléments, de sous-spécialités, ce qui vous permet de comparer un petit peu comment se positionne l'article par rapport à un usage moyen dans un domaine donné. Et ensuite, on a les consultations sur Figshare. Alors ça correspond généralement sur PLOS. Les figures dans les articles sont souvent déposées sur Figshare. Et donc ça correspond au nombre de consultations qui ont été faites sur les figures, les schémas. Ensuite, vous avez la liste des citations, donc dans Scopus, Crossref, PubMed Central. Et les éléments en vert, on peut cliquer dessus et avoir la liste aussi. Donc par exemple, je clique sur Scopus, je vais avoir la liste des références bibliographiques qui auront été faites, des éléments qui auront cité cet article. On a la totalité des sauvegardes sur Mendeley. Alors, de la même manière, je peux cliquer dessus et avoir cette liste là aussi. Et enfin, j'ai tout ce qui a été, toutes les discussions qui ont pu avoir lieu sur différents forums, donc dans Research Blogging, Nature.com, Wikipédia, Twitter, Facebook, des commentaires aussi, et puis s'il y a eu une discussion éventuellement sur F-Southern. Donc différentes plateformes où on voit que cet article effectivement a laissé des traces qu'on peut aller regarder en détail. On peut agréger, comme on voit dans le carré vert tout en haut, là, on a les éléments, mais on peut aussi aller regarder en détail ce qu'il en est. Alors, Altmetric, c'est donc une société à but lucratif qui fonctionne un petit peu différemment. Donc c'est elle qui produit ce petit beignet qu'on retrouve sur les pages de HAL notamment, ou sur des pages d'articles. Alors, le beignet a des couleurs différentes en fonction des traces, des lieux, des sources en fait où ont été produites les traces. Donc vous voyez, plus c'est rouge, plus ça va être Pinterest par exemple, ou des news, ou si c'est bleu, c'est plutôt Twitter, LinkedIn, etc. Donc voilà, les couleurs reflètent un peu les lieux des traces. Et au milieu, on a un nombre qui est en fait l'Almetric Score. Et cet Almetric Score, c'est la somme pondérée de la quantité d'attention reçue par un article. Donc on va compter tous les tweets, mais en plus, Altmetric va pondérer, c'est-à-dire qu'il va considérer qu'un article dans un journal, ça pèse plus lourd qu'un tweet. Donc il va pondérer et c'est lui qui choisit les éléments de pondération. Et donc au final, voilà, ça donne un nombre qui ne veut pas dire grand-chose à lui tout seul, encore une fois, mais là il faut aussi aller regarder en contexte les éléments. Et d'ailleurs, on a le détail, quand on peut cliquer de la même manière sur le beignet, et on peut avoir effectivement le détail. On voit là, vous avez 2 utilisateurs Facebook, 2 blogs de sciences, un Google+, 299 Twitter, etc. Et on peut, pour aller voir encore plus le détail pour chacune des sources. Alors, Altmetric propose des services payants aux éditeurs, c'est leur modèle économique pour se développer. Ils proposent donc ce qu'ils appellent l'Explorer, c'est-à-dire une interface justement qui permet de recenser la production, par exemple, d'une institution et puis d'aller voir quel est son impact, ou des badges,
ou l'utilisation de leur API, justement, donc aux éditeurs. Alors, les éditeurs vont intégrer les petits donuts sur les pages des articles, par exemple. Donc Nature, notamment, intègre les métriques d'Altmetric dans ses pages d'articles. Il y a un certain nombre d'outils gratuits aussi qui sont développés par Altmetric. Alors c'est aussi une façon d'appeler le chaland, hein, de faire venir la communauté des chercheurs pour qu'ensuite ceux-ci s'habituent effectivement à utiliser les outils. Vous avez notamment le Bookmarklet. Donc c'est un petit plugin. Alors leur page, ils ont changé un peu leur page maintenant. Si vous ne faites pas attention, vous allez vous dire « Ah tiens, il faut que je mette mon nom, mon adresse mail et tout pour prendre le plugin ». En fait, non, vous pouvez très bien attraper le plugin juste en dessous du formulaire sans avoir à remplir le formulaire. Et donc, vous pouvez prendre le plugin sans laisser toutes vos coordonnées. Donc, c'est un petit plugin qu'on rajoute dans son explorateur et comme il fonctionne avec les DOI, à chaque fois que vous allez tomber sur une page où il y a un DOI, vous avez qu'à cliquer sur le petit plugin ou dans la barre de votre navigateur où il sera marqué Altmetric It. Vous cliquez dessus et il va vous ressortir ce qu'on avait tout à l'heure. Là. Il va vous ressortir ça sur le navigateur et vous verrez effectivement l'impact mesuré par Altmetric pour l'article en question. Donc ça, c'est un service gratuit qui est assez... c'est assez intéressant à utiliser effectivement quand on tombe sur les articles qui ont un impact, puisque ça vous permet ensuite d'aller cliquer justement sur les tweets, sur les mentions, etc. Et donc éventuellement de faire une veille sur la communauté, ou ceux qui s'approprient, ceux qui laissent des traces autour de telle ou telle production scientifique. Vous avez donc les badges, comme on a vu sur HAL aussi, hein, qui sont gratuits pour les archives ouvertes. Vous avez une possibilité pour les bibliothécaires de demander un accès à l'Explorer. Alors, il n'y aura pas de vue institutionnelle, parce que ça, c'est payant, mais les bibliothécaires peuvent demander à utiliser l'Explorer. Vous avez donc les badges pour les chercheurs individuels aussi, qu'on peut mettre sur ces pages web, par exemple, hein, pour montrer l'impact de ces articles. Et puis, donc, on peut aussi demander à utiliser l'API d'Altmetric pour faire des recherches sur des ensembles d'articles. Et vous avez peut-être déjà vu, il publie tous les ans le top 100 des articles, les plus... qui ont un score le plus important mesuré par Altmetric. Alors, c'est assez intéressant parce qu'ils donnent une explication. Avant, ils donnaient juste une liste. Maintenant, ils donnent une explication et ils indiquent aussi qu'est-ce que ça va devenir par la suite, parce qu'ils se rendent bien compte que signaler des articles parce qu'ils ont un score Altmetric énorme, ça veut dire quoi ? Quel est le sens ? Effectivement, ils ont eu un impact, mais ça ne dit rien qualitativement de cet impact. Donc, du coup, quand on va sur The Future of the Top 100, ils disent voilà ce que ça va donner, on ne sait pas trop encore, on va le développer, donc on voit bien qu'ils ont pris en compte les critiques qui avaient été faites à cette simple liste un peu sans contexte. Donc voilà pour Altmetric. Alors vous avez ensuite Plum Analytics, donc ça c'est, je dirais, la Rolls-Royce des Altmetric, des métriques, donc racheté par Rolls-Royce. Je ne sais pas si c'est aussi confortable qu'une Rolls-Royce, moi j'ai jamais roulé dans une Rolls-Royce personnellement. Donc racheté par Elsevier. Et là, c'est vraiment, quand je dis Rolls-Royce, c'est parce que c'est vraiment le gros outil payant pour les institutions, pour offrir justement des outils d'évaluation. Alors, je parlais tout à l'heure de veille stratégique ou d'évaluation. Là, c'est vraiment ça. C'est des outils d'analyse, d'évaluation stratégique pour les institutions, pour dire, voilà, dans tel domaine ou tel laboratoire a tel impact, et puis leur donner éventuellement des conseils stratégiques de publication. Alors, Plum Analytics se présente de cette manière avec la petite empreinte. Et là encore, on va retrouver cette notion de visibilité, hein, puisque vous voyez que vous avez les usages, les captures, les mentions, les médias sociaux, les citations qui vont être comptabilisées. Et l'empreinte aura une taille différente, les différentes bulles de l'empreinte auront une taille différente
selon que là, c'est les usages qui sont surtout importants pour cette production. Donc le vert est plus gros. Ensuite, vous avez les médias sociaux. Et on va retrouver le compte à chaque fois. Alors l'usage, c'est pareil, c'est des vues PDF, vues HTML, les lecteurs sur Mendeley, etc., etc. Et là encore, on peut cliquer et avoir le détail, la liste de tous les éléments. Vous avez un exemple là, notamment, alors, je pense que les supports seront mis en ligne, donc vous aurez les liens. Vous avez le profil là, de l'Université Pittsburgh qui permet d'avoir des profils de chercheurs, de labos, etc. Donc ça permet de recenser l'impact de leur production. Et donc là, tous les outils qui sont proposés par Elsevier pour outils payants d'analyse stratégique, justement. Le dernier outil, c'est Dimensions. Alors là, je n'ai pas de copie d'écran, c'est juste pour montrer en fait ce petit dernier né. Je vous recommande d'aller tester l'adresse dimensions.ai parce qu'en fait, il se positionne vraiment comme un système de recherche d'informations. C'est un espèce de Google Scholar puissance 10 ou 1000 ou 10 000. Et donc, on peut faire des recherches bibliographiques et ensuite suivre les liens. Et puis, c'est vraiment un outil assez intéressant. Et il développe lui aussi un petit badge. Alors, ça reprend un peu le donut, c'est le même esprit que Altmetric, mais qui est plus basé sur les citations. Alors je pense qu'il se positionne là très clairement comme concurrent au Web of Science, notamment, en essayant de se positionner comme producteur d'indicateurs. Voilà, je m'arrêterai là, donc juste pour résumer, pour finir, il faut bien prendre en compte que les usages vont être différents selon les acteurs qu'on a vus, et ce qu'ils proposent sont complètement différents. Il y a de grosses différences entre les différentes plateformes aussi, les sources ne sont pas les mêmes, les valeurs ne sont pas les mêmes, les objectifs ne sont pas les mêmes non plus. Les sources utilisées sont toutes récentes, toutes évolutives. Par exemple, on a vu à plusieurs reprises la comptabilité de Site You Like. Site You Like n'existe plus, et ça fait pas longtemps. Donc voilà, c'est ce qui est pris en compte. À un moment donné, ça existe, ensuite ça n'existe plus. C'est pas pris en compte de la même manière par toutes les plateformes. Donc on peut pas comparer ces métriques les unes avec les autres. C'est vraiment apprendre. Alors, le facteur d'impact existe depuis les années 60-70. Il est utilisé pour l'évaluation de la recherche depuis les années 90-2000. Ça, c'est 2010 à peine. Ça commence tout juste effectivement à être développé. Il faut voir aussi le fait que on l'a mentionné aussi, on ne tweete pas pareil et on ne donne pas le même impact selon qu'on est en France, aux États-Unis, au Japon ou ailleurs. Donc tout ce qui existera, toutes ces traces laissées ici ou là ne seront pas les mêmes, ne seront pas aussi nombreuses ou seront différentes. Ça dépend aussi des disciplines, ça dépend, est-ce qu'on est plutôt anglophone, plutôt français. Donc je dirais à vos tweets, et puis ça fait partie de la stratégie aussi. On montre qu'on existe et donc du coup on laisse des traces qui peuvent être comptabilisées. Il faut faire attention aussi, l'impact, c'est de l'attention, ça ne veut rien dire du contenu et de sa qualité. Et puis comment est-ce qu'on fait la différence entre un impact académique et social? Donc ça aussi c'est des questions. Et la grande question qui reste ouverte justement, c'est est-ce qu'on va vers des métriques ouvertes ou pas? Oui, pour tout ça il faut pouvoir les agréger. Ou alors les outils doivent faire des partenariats, donc parfois payer pour avoir accès aux données. Le problème, c'est quand on a affaire à des grosses entreprises qui gardent leurs données pour eux. Vous avez Elsevier d'un côté, Clarivate Analytics de l'autre. Il ne faudrait pas qu'on arrive à des silos. Et donc c'est dans ce sens-là qu'un rapport justement britannique appelle à des métriques responsables qui doivent être robustes, humbles, transparentes, diverses et ayant une réflexivité, c'est-à-dire évoluant dans ce sens-là. Et je m'arrêterai là, je vous remercie. Désolée pour... On va passer à d'éventuelles questions ou interrogations. Oui. Merci beaucoup pour votre présentation. Alors, il me vient deux petites questions. Pour un article rétracté, est-ce que ces altmetrics vont continuer à s'accumuler? Ça, c'est une question que je me pose. On sait que pour les citations, il continue à être cité alors qu'il est rétracté. Là, je ne sais pas ce qui serait possible de faire de ce côté-là. Alors, je ne sais pas si vous avez les réponses à cette question. Et puis, alors, je ne sais pas si c'est
je vois ça de mon prisme, de mon biais, j'ai quand même une surreprésentation en termes de logiciels de gestion biographique de Mendeley. Dans ce que j'ai pu voir, bon, j'ai vu RedCube aussi, je me demande si on ne rentre pas quand même dans un système où non seulement il faudrait être cité, non seulement il faudrait être partagé, mais en plus il faut être enregistré chez eux, avec leur logiciel, avec leur application, parce que Mendeley c'est Zélien, hein. On est bien d'accord. Est-ce qu'il n'y a pas possibilité de mettre Zotero, par exemple, en API? Bon, même si tout le monde n'a pas d'identifiant mot de passe Zotero, est-ce qu'il n'y a pas un moyen, voilà. Bon, c'est peut-être une question que je pose à vous, mais à la communauté. Merci beaucoup. Alors, Zotero, non. Pour l'instant, je crois que c'est pas pris en compte. Effectivement, ça serait bien. Mendeley, c'est parce que c'est Elsevier. Hein. Donc, et puis vous avez Mendeley Data aussi, etc. etc. Pour ce qui est des articles rétractés, effectivement, toutes les traces vont continuer à être collectées, mais exactement comme à la rigueur, un article peut continuer à être cité alors qu'il a été rétracté. Hein, donc, mais tout ça, c'est des choses, ceux qui développent les Altmetrics en sont conscients de ces limites. Ils sont en train de travailler justement sur ces questions-là, et notamment sur la signification sémantique des traces qui sont collectées. Donc après, c'est une question de finesse et de développement d'outils pour arriver à mieux cibler. Et puis je pense qu'on a beaucoup parlé d'interopérabilité. C'est ça l'intérêt aussi, c'est que les outils, les applications puissent dialoguer entre elles pour signaler voilà, tel article ou telle mention et se fait dans ce contexte, tel article n'est plus, etc., etc. D'autres questions? Oui. Moi j'ai une question sur le modèle économique. Donc pour les produits payants, on est sur de l'abonnement calculé sur le nombre de chercheurs. Comment est-ce que ça, et on est sur quelle fourchette de prix à peu près? Je ne saurais pas vous dire. Non, j'ai pas trouvé d'exemple de clients en France, notamment pour Plumix. Hein. Je crois que ça se développe pas mal dans les pays anglo-saxons, mais ça ne doit pas être donné. Alors, une autre question? Donc on va oui. Là, vous avez montré tous les avantages aussi d'indicateurs, on va dire, multicritères, puisque là, il y a 4 critères et qui ne se limitent pas, par exemple, dans les citations, mais c'est toujours, effectivement, l'un des inconvénients, c'est toujours quelle est la pondération qu'on met, effectivement, à chaque critère. Et là, vous dites que, effectivement, c'est donné, en fait, un peu automatiquement, on ne sait pas, voilà. Est-ce que vous pouvez en dire plus sur la pondération? La pondération, il n'y a que Altmetric qui en fait, et qui dit clairement, et il donne le détail hein, sur le site, voilà, on mesure tant pour un article de presse, etc. Après, il n'y a pas de justification, c'est pas contextualisé spécialement non plus. S'ils changent leur pondération... Voilà, donc, mais c'est pour ça que transparence, c'est aussi un maître mot dans des métriques responsables, c'est qu'il faut que les données, mais que les outils, les applications, les scripts, etc., il faut que les méthodes soient transparentes, pour qu'on puisse comprendre, effectivement, et d'ailleurs ça fait partie, dans ce rapport, ils disent, enfin ils ne sont pas les seuls, ils disent que les évalués doivent pouvoir aller voir comment et pourquoi ils ont été évalués. Donc les autres ne font pas de pondération? Non, il n'y a que Altmetric. Les autres, c'est vraiment de la comptabilité. Voilà. Après, ça dépend de la variété, l'étendue des sources qu'ils vont chercher aussi. Donc, après, les ratios changent énormément dans le nombre final, en fait. Voilà. Donc, on va encore remercier Anaïk Mahé pour sa présentation. Et on va passer à la conclusion avec Véronique Palancher, directrice adjointe de l'ABI.